Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer sans plus tarder. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour un échange autour du thème du rêve des chiens. Nous allons naviguer de littérature en art plastique et art d'une manière générale. Et pour cet échange, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne Simon. Anne Simon, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est spécialiste de la présence de l'animal en littérature et de Proust. Elle anime un carnet de recherche intitulé Animaux, M-O-T-S, et est responsable d'un centre de philosophie à l'École normale supérieure. Elle a publié en 2021 un essai intitulé « Une bête entre les lignes », un essai de zoopoétique qui est apparu aux éditions Wild Project. Avec nous également ce soir, Bénédicte Ramade, qui est historienne de l'art, spécialisée sur les questions environnementales. Elle s'intéresse notamment à la disparition du monde animal dans l'art. Elle est commissaire d'exposition pour la Fondation Grand Âme pour l'art et l'environnement au Québec, pour lequel elle a accompagné une exposition, encadré une exposition sur la migration des plantes. Elle a fait paraître également un ouvrage tout chaud, tout fraîchement paru aux presses du Réel, qui s'intitule « Vers un art anthropocène ». Voilà, je rappelle que cette soirée prend corps dans le cadre de la revue Billboard, revue de la Fondation François Sommer, musée de la chasse et de la nature à Paris, une revue semestrielle qui explore les liens entre l'humain et l'animal. Voilà, donc le prochain numéro de cette revue s'intéresse en particulier aux chiens. C'est pourquoi nous avons en préambule cet échange. Merci infiniment et voilà, je vais vous montrer le dernier numéro consacré aux villes sauvages qui faisait écho évidemment à la très belle exposition qui a eu lieu ici intitulée Incursion sauvage. Voilà, vous savez tout et je vous laisse entre d'excellentes mains. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup Antoine. Bénédicte. Anne. Alors, on démarre avec le rêve des chiens. Et le titre, on a un petit peu tâtonné. Moi, j'étais sur rêver les chiens avec un verbe. Toi, tu avais plutôt envie d'un nom. Et ce que j'aime bien dans le fait qu'on ait un nom, c'est que du coup, on a un complément de nom. Et ce complément de nom, c'est un génitif. On ne sait pas trop si c'est un génitif objectif ou un génitif subjectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous parler du rêve que nous donnent les chiens, à nous les humains, les artistes, etc. Ou est-ce qu'on va vous parler du rêve qu'ont les chiens? Et dans ce cas-là, à quel titre? Puis il y a ce mot rêve, dont on verra qu'il est un peu décliné de diverses manières et aussi en cauchemar. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'effectivement, tu pointes bien cette complémentarité du fantasme qu'on peut avoir, notamment ces dernières années avec tous les progrès scientifiques en éthologie, d'essayer de se figurer comment les animaux nous voient, comment les animaux nous perçoivent. Et donc là, aller du côté de l'imaginaire et des fantasmatique des animaux est quelque chose qui inspire les artistes et certainement les écrivains, c'est ça que tu vas nous dire, et constituer ce socle et aussi cet équilibre de ne pas simplement projeter des choses sur les chiens, mais de recevoir des chiens, un univers et un imaginaire. Ah oui, avec quelque chose de déridien, de Jacques Derrida, voilà, on est dans une adresse, hein, les chiens nous répondent, les animaux nous répondent, on n'est pas dans un face-à-face. Entre d'une part une espèce, l'espèce humaine, et d'autre part toutes les autres espèces, dont celle des chiens. Juste un tout petit mot très rapide sur l'image de Hans Lehmann. On l'a choisi d'abord parce qu'on la trouve
on la trouve extraordinaire de douceur, de quiétude, voilà, avec ce côté ovale, cet homme paysage, cet homme cosmos. On ne sait pas si c'est le chien qui rêve l'humain paysage derrière lui qui fait qu'un, ou si c'est l'humain qui porte en lui-même en quelque sorte le chien. Hans Lehmann, qu'on va retrouver dans le prochain numéro de Bibot sur les chiens, il y a plusieurs images de lui qui illustrent le dossier littéraire, et il a fait l'objet de 2 expositions au Musée de la Chasse et de la Nature en 2014 et 2017. C'est un sculpteur et un dessinateur en même temps, très engagé, très soucieux de la question écologique. Voilà. Ce qui était beau avec ce dessin, c'est qu'on a aussi cette symbiose, cette empathie, qui est effectivement au cœur aujourd'hui de ces révélations mutuelles et de ce désir d'être ensemble avec le chien. Ouais. Alors, on a choisi... on a beaucoup trop de choses, donc on va être raisonnable. Mais on voulait revenir à la déité canine, aux déités canines, à ces divinités, ces figures de l'archaïque du chien, parce que le chien est présent dans de nombreuses cultures, sur de nombreux continents, en tant que divinité, et c'est une divinité qui a très souvent une grande proximité avec le sommeil, avec le grand sommeil, mais c'est tout de même un sommeil. Et donc, il nous semblait important de pouvoir revenir sur ces divinités ensemble. Et immédiatement, toi, Anne, tu as pensé à Jean Rollin et à Un chien mort après lui. Oui. Alors Jean Rollin, qui est aussi venu au Musée de la Chasse et de la Nature avec Antoine Volodine, c'était une très belle table ronde. Et donc j'ai choisi avec Bénédicte un extrait de Un chien mort après lui. Un chien mort après lui, le titre est un peu énigmatique, hein, c'est la fin de Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, où il y a un chien qui est jeté dans le ravin après un homme qui se jette dans le ravin. Et puis bien sûr, il y a... le jeu de mots à l'oral sur mordre et être mort, hein, voilà. Le après lui est intéressant parce qu'on ne sait pas exactement de qui on parle si on quitte Malcolm Lowry. Et il faut savoir que ce récit, c'est l'histoire d'un homme, Jean Rollin, qui décide de partir à la recherche des chiens errants, des chiens féraux, F-E-R-A-U-X, c'est-à-dire des chiens domestiques retournés à l'état sauvage. Et ça peut sembler un peu bizarre, et notamment, on le verra tout à l'heure, il veut partir à la recherche des chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Donc il a toujours des projets un peu fous comme ça qui lui font traverser le monde. Et où est-ce qu'il y a des chiens errants ? Il y a des chiens errants dans les endroits les pires du monde, hein, sur les décharges, dans les villes désaffectées, dans les endroits où il y a eu des guerres, des désastres écologiques, etc. Et donc, je vais vous lire ce texte que je trouve très beau. Le chien errant rhétorique procède de cette tradition illustrée par la Bible aussi bien que par l'Iliade. Il met en relief l'iniquité du fauteur de guerre et l'injustice redoublée qui frappe ses victimes, non seulement privées de la vie, mais laissées après cela sans sépulture. Il se rencontre surtout dans des récits colportés ou composés après coup, tandis que le chien réel, vous voyez, on passe du chien rhétorique ou fantasmé au chien réel, apparaît dans des témoignages directs. Et ça, c'est l'humour de Jean Rollin. Le chien rhétorique est presque toujours occupé à dévorer des cadavres, sous-entendu humains, hein, alors que le chien réel, le plus souvent, ne fait rien de particulier. Donc c'est un auteur très, très drôle, hein, voilà. Brièvement, peut-être, sur la Bible et l'Iliade, les 2 petites références. Il n'y a pas énormément de chiens dans la Bible, ce qui peut sembler étonnant. Mais il y en a quand même. Bon, il y a le chien positif, c'est le chien qui n'aboie pas, évidemment, dans l'Exode, au moment où les Hébreux quittent l'Égypte, hein, l'esclavage en Égypte, au moment fatal, donc les chiens n'aboient pas. Mais sinon, il y a tout le passage où Akab, qui est un roi impie, Akab qui est aussi le nom d'ailleurs
du personnage de Moby Dick. Akab, qui est un roi impie, il est menacé d'être dévoré par les chiens. Et ce Akab, qui est un hébreu, est marié à Jézabel, qui est une phénicienne adoratrice de Baal et de Astarté, la déesse de la lune. Donc c'est terrible. Jézabel est très méchante. Elle se fait... je vous passe les détails, mais elle se fait défenestrer. Ensuite, les chiens la dévorent. Donc ça, c'est la grande hantise. Les chiens la dévorent. Et comme elle a été reine, on veut quand même l'enterrer, mais on ne trouve plus que son crâne, la paume des mains et des bouts de pied. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'assez terrible qu'on retrouve aussi dans l'Iliade. Donc, vous voyez, dans l'archaïque, dans le plus profond de nos histoires mythiques, il y a toujours cette hantise de la dévoration. Par exemple, Priam, le roi de Troie, n'a qu'une peur, c'est de se faire dévorer par ses propres chiens, c'est-à-dire par ses chiens domestiques. Donc c'est comme s'il y avait à l'intérieur même de l'intime du familier une dimension de férocité, de fureur, qui pourrait faire qu'à un moment, la familiarité se retourne en dévoration. Et le sans-sépulture, évidemment, c'est toujours la possibilité de ne pas rester dans le temps. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ce sans-sépulture. Or, le chien est quand même une divinité qui accompagne dans la tombe. Anubis, qu'on a très longtemps pris pour un dieu qui est d'origine égyptienne, une divinité funéraire chacal, est en fait bien un chien. C'est un lévrier noir. Donc c'est sûr. Donc oui, c'est sûr, des recherches que j'ai faites. Dans l'Égypte ancienne, on est plutôt du côté du lévrier noir que du chacal. Et Anubis, c'est donc une divinité qui préside à l'embaumement et qui accompagne dans l'au-delà. Donc c'est une divinité psychopompe qui accompagne l'âme dans son dernier voyage, mais n'est pas archi sympathique. Mais il n'y a pas cette menace comme pour Priam qui a cette hantise d'être dévoré par ses chiens. C'est une divinité qui ensuite va percoler, là on est 1er, 2e siècle, donc qui a percolé même dans la culture romaine comme vraiment une figure importante, notamment dans ce culte des morts et de ce culte de l'au-delà. Et ce lien avec l'au-delà est aussi un lien avec les enfers. Et effectivement, Cerbère, ce chien à plusieurs têtes qui accompagne Héraclès, évidemment est une grande figure canine et qui évidemment habite beaucoup la littérature. Oui. C'est vraiment un épisode fondamental du rapport entre le chien et l'humain. On verra avec Ulysse qu'il y en a un autre. Et il y a Eurysthée qui a demandé à Hercule 12 travaux, les fameux 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès. Et entre autres, il doit descendre dans le souterrain, dans l'archaïque, justement, dans l'Hadès, le lieu de l'invisible, littéralement. Et pour cela, il doit d'abord lutter avec Hadès. Bon, hop, c'est fait. Et puis ensuite, Hadès lui dit « Ok, tu peux prendre Cerbère et le remonter à l'air libre et le montrer à Eurysthée, à une condition, c'est que tu combattes contre lui à main nue. » Parce que vous voyez, là, on voit qu'il a sa massue et sa peau du lion de Némée, qui lui sera fatale d'ailleurs à Héraclès, mais il va devoir se débarrasser un peu de tout ça. Et on va avoir ce mythe très important qu'on voit complètement adouci chez Hans Lehmann, de deux corps à nu qui vont lutter l'un contre l'autre parce que depuis la coévolution de l'humain et de l'homme et du chien sur lequel on reviendra, il y a une espèce de symbiose, qu'elle soit positive ou négative, entre l'homme et le chien. Et ce qui est intéressant, vous voyez, Cerbère, c'est pas seulement un chien à 3 têtes, c'est une mâchoire au sens où Hugo dit du kraken, de la pieuvre, la ventouse, c'est la ventouse. Moi je dis Cerbère, c'est la mâchoire. Et cette mâchoire, vous voyez, il y a des serpents aussi, parce qu'il est fils du serpent. Parfois, on représente Cerbère comme un chien-serpent, etc. Donc, ce sont des hybridations et des métamorphoses très importantes. Si on se souvient que peut-être la pente la plus naturelle de l'esprit humain, c'est pas que 2 + 2, ça fait 4, mais c'est qu'on est enclin à la métamorphose et à la fluidité entre les espèces. Donc voilà, il remonte ce Cerbère et Eurysthée a tellement peur qu'il se cache dans une jarre et qu'il hurle à Héraclès d'aller le ramener direct aux enfers. Et quand on va du côté d'Amérique du Sud, le chien est encore un chien psychopompe
ou un chien des enfers, Xolotl. C'est vraiment un chien-dieu aztèque, pas hyper commode non plus, et qui est extrêmement important. C'est une divinité crainte, mais c'est vraiment une divinité qui accompagne dans la mort, et c'est étonnant comme en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on va retrouver ce lien du chien avec cette fonction soit de garder les enfers, donc d'être plutôt du côté d'une figure cauchemardesque, soit d'être une figure protectrice de l'au-delà, mais voilà, qui est une figure supérieure. Ce n'est pas un chien de compagnie dans l'au-delà, quoique ça puisse arriver, puisque les petits chiens Colima sont très souvent des petites figurines qui accompagnent les morts dans leur tombe, encore au Mexique ici. On est donc du côté des nations, de la première nation Colima. Et ces magnifiques céramiques sont vraiment destinées à accompagner le mort dans sa tombe. Et les chiens étaient vraiment extrêmement importants dans la société de ce que l'on appelle aujourd'hui le Mexique, considéré vraiment à la fois comme animal de compagnie, comme animal de soins, de soins santé mentale, nourriture également, de façon plus prosaïque. Et c'est vraiment leur loyauté que l'on célèbre en les représentant et en leur demandant de nous accompagner dans la tombe. Et évidemment, il y a également des vraies dépouilles de chiens qui accompagnent aussi le défunt ou la défunte dans la tombe. Et ce sont des objets absolument magnifiques que j'avais envie de vous montrer parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on connaît très bien, ces sculptures Colima. Évidemment, du côté plus biblique, voilà, Saint-Roch est quand même accompagné d'un chien extrêmement bienfaisant qui lui ramène de la nourriture, alors que Saint-Roch est un paria en raison des pustules de peste bubonique qui sont sur sa jambe notamment, comme il l'exhibe. On a du côté orthodoxe un Saint-Christophe cynocéphale, assez rare quand même, on n'en a pas tant de représentations que cela, parce que ces métamorphoses, cette hybridation humain-chien dans le christianisme, ça faisait effectivement, ça faisait un peu boulette. Ça faisait un peu désordre. Voilà. Ouais, absolument. Et c'est au XVIIIe siècle que le patriarche de Moscou décide qu'on va plus... je ne sais pas si je t'ai coupé. Non, c'est bon, c'est parfait. Ouais, que le patriarche de Moscou décide qu'on ne va plus représenter Saint-Christophe comme cynocéphale, comme pour un homme porteur d'une tête de chien. Saint-Christophe, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est Réprobrousse qui était... Alors, c'est compliqué. Est-ce que c'était un homme à tête de chien? Il y a aussi toute l'idée du loup-garou qui est derrière ça. Est-ce que c'était un homme pêcheur? Donc, symboliquement, il aurait eu une tête de chien et non pas réellement. Est-ce que c'était un barbare? Est-ce que, chez les Arméniens, par exemple, c'était un descendant de la race de Caïn? Vous voyez, on a plein d'interprétations. Le barbare, c'est celui qui borborigme, qui ne parle pas comme les autres et donc qui aurait un aboiement au lieu d'avoir l'aboiement, la pire chose, en gros, le pire son de l'espèce animale, dit Deleuze. Donc voilà, vous voyez, c'est assez injuste. Voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est que dans ce Saint-Christophe, il y a quand même, avec cette auréole qui ressemble un petit peu à une pleine lune, quelque chose de la lycanthropie qui me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi l'idée assez païenne, finalement, qui vient rebattre les cartes du christianisme qu'on accuse toujours, de la coupure anthropozoologique, de la coupure entre les animaux et les humains. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de courants souterrains, même dans l'islam, dans le judaïsme, même dans l'athéisme, après Descartes, etc., qui sont des courants qui ne sont pas des courants de la coupure, mais au contraire de l'extrême proximité. Absolument. Alors après, quand on plonge dans l'univers des chiens, on ne s'arrête pas. Donc, on a trouvé aussi des divinités notamment proches d'Attatreya, accompagnés toujours de chiens, qui sont des divinités dont les colères peuvent toujours être terribles, mais le chien est un compagnon absolument important. Et puis même du côté du peuple Congo, le Nkisi Nkondikozo, qui est un chien fétiche, est un véhicule, là aussi encore une fois vers l'au-delà. Alors il n'est pas forcément
un véhicule vers un au-delà infernal. C'est un porte-parole. Alors les clous servent à véhiculer des paroles, des prières. Et donc ce fétiche est un véhicule entre les mondes réels et les mondes de l'au-delà. Et ce fidèle compagnon sert justement à traverser plusieurs réalités. Donc on s'approche du monde du rêve. On s'approche évidemment de ces réalités-là. Alors il faut savoir aussi qu'il y a parfois l'utilisation de psychotropes qui sont aussi donnés aux chiens dans certains rituels liés justement notamment à des rituels funéraires. Et c'est également un fétiche que l'on va convoquer lorsqu'il y a maladie. Donc c'est une divinité extrêmement complexe et on voit là dans deux de ces exemples effectivement comment on a une concentration de désir projeté sur le chien, qui est une divinité extrêmement complexe, en fait. On a eu tendance en Occident à la niveler par la gentillesse du chien de compagnie, mais il y a une complexité en fait extrêmement grande. D'ailleurs, on voit bien aussi. Alors, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir qu'est-ce qui est mis en valeur, la gueule, la mâchoire, les oreilles, etc. Là, il y a une variété. C'est intéressant que la gueule soit aussi la queue du chien. C'était Roland Barthes qui disait que la queue du chien, c'est son super visage en quelque sorte. C'est avec la queue qui s'exprime et plus qu'avec la gueule. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce côté nocturne, il ne faut pas oublier qu'on a dans le ciel une constellation qui est la constellation du grand chien, dont on revient d'ailleurs dans Billboard avec Marc Alizard, le philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Chien, et qui montre très bien que dans la constellation du grand chien qui est sur nos têtes, et non plus dans l'Hadès, dans l'invisible, qu'on voit très bien, eh bien, ce grand chien a une étoile principale hyper lumineuse, qui est l'étoile la plus lumineuse après le Soleil, et c'est Sirius, qu'on appelait aussi le grand chien, comme la constellation. Et les Romains l'appelaient Sirius Canicula, la petite chienne. Et dès que Sirius apparaissait, ça provoquait les désirs extrêmes des hommes, ça provoquait la folie. Au moment du solstice d'été, il fallait s'en méfier. Enfin, voilà. Donc c'est très intéressant de voir que le chien, finalement, et je trouve que le Hans Lehmann en parle bien aussi dans cette courbure à la fois de la terre, du ciel et du corps humain. Finalement, le chien, il est à la fois en haut et en bas, et puis, comme tu le disais très bien, il traverse, quoi. C'est ça, c'est vraiment un ambassadeur. Voilà. Ouais. Voilà, alors là, je vais peut-être te prendre. Oui, je t'en prie. J'appuie. La petite flèche ici. D'accord. Voilà. Donc là, on a je vais vous présenter 3 chiens de Didier Paquignon, qui est peintre. Et j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement intéressants pour plusieurs raisons, parce que ce sont des chiens qui sourdent de la couleur même, de la lumière en quelque sorte, mais d'une lumière extrêmement archaïque, avec ce grand chien. D'abord, ce sont tous les 3 des êtres de passage. Il y a celui-ci qui est en train de courir dans une sorte de vitesse démultipliée, qui a l'air de sortir en quelque sorte de leur même, avec cette horizontalité dans les 3 cas. Derrière, de l'arrière-plan assez neutre qui met en valeur qu'est-ce que c'est qu'un animal. Ça met en valeur que c'est un animé doté d'une âme, c'est-à-dire d'une respiration, d'un souffle de vie. Et je pense que cette espèce d'horizontalité derrière les chiens permet de mettre en valeur leur mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, ils sont coupés, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on voit très très bien que ce sont des êtres de passage. Ce qu'on essaye de montrer un petit peu, c'est pas seulement qu'ils nous font passer, nous les humains, d'un monde à l'autre, mais ce sont aussi en eux-mêmes des animés, des êtres de passage, avec ici, par exemple, ce chien qui est bientôt hors cadre, comme le prochain. Moi, ce qui me fascine dans ces 2 œuvres, c'est que tous les 2, celui-là, il a la gueule coupée, c'est comme si sa gueule, elle était sortie en quelque sorte du cadre et qu'elle était déjà parmi nous, d'accord ? Et puis, avec cette espèce de puits sombre, de trou noir, de ténèbres, dont on ne sait pas si le chien en émerge ou si c'est lui qui vient en quelque sorte sécréter l'obscurité. Et puis, dans ce chien noir, qui est un monotype, on voit très bien qu'en fait, il tourne en passant la tête vers nous, sans qu'on sache s'il est menaçant ou pas. En tout cas, comme le Kairos, comme cette divinité grecque qu'il faut attraper,
il passe devant nous, et ce qui m'a fascinée, c'est qu'on voit son œil, on voit sa truffe, on voit ce qui fait peut-être aussi les oreilles, ce qui fait l'essentiel d'un chien. Et bon, bref, on pourrait rester longtemps, mais il y a aussi toute cette musculature. Voilà, ce sont des chiens nus, des chiens sans poils. Il me semble qu'il y a une volonté de montrer le mouvement par excellence, qui sort en quelque sorte du plus sombre et du plus ancien de notre imaginaire. Oui, et puis dans ces formes, dans ce langage physique, il rôde. Est-ce qu'il garde? Est-ce qu'il chasse? Qu'est-ce qu'il sente? Donc l'interprétation est complètement ouverte parce que justement cette image est tronquée, ces images sont tronquées, et donc il y a ce fantasme qu'on peut projeter sur l'image, et effectivement c'était le meilleur véhicule qu'on pouvait trouver pour aller du côté des rêves, du côté du rêve, justement parce qu'on a cette incertitude avec ces chiens. Je vais te laisser sur le rêve, effectivement, mais il y a dans l'indétermination même, dans la technique, le monotype, c'est une forme d'estampe, on presse. Ce chien-là, il a d'abord été dessiné, peint à l'encre d'imprimerie sur une plaque de plexiglas ou de verre, et ensuite il est pressé, et il y a une part d'aléatoire, une énorme part d'aléatoire, qui fait qu'il y a aussi, pour le peintre, la découverte, quelque part, d'une part de son inconscient. Je crois que Didier Paquignon a fait environ 10 000 monotypes. C'est le grand spécialiste du monotype contemporain. Et donc, il y a une part très, très importante d'indéterminé qui, moi, me semble vraiment correspondre au rêve des chiens. Au rêve des chiens. Alors c'est le rêve des chiens qui nous a aussi rassemblés, puisqu'on s'était précédemment entretenu autour des animaux en général, et puis c'est un film, c'est un film de Virginie Yassef. Je vais revenir sur l'extrait juste avant, qui nous a réunis toutes les deux, et à partir duquel on est vraiment parti sur cette question du rêve. Et toi, tu voulais pour introduire ce rêve aborder le texte Mélodie d'Akira Mizobayashi. Voilà, très rapidement. Qu'as-tu vu, mon ami, au dernier instant de ta vie, juste avant de passer de l'autre côté de la ligne? Vous voyez, c'est plus le chien qui nous emmène psychopompe vers l'au-delà, c'est maintenant l'humain, cet humain qui est devenu le compagnon familier du chien, qui se pose la question. Quelles sont les images qui se sont projetées sur l'écran de tes paupières lourdes? Donc là, avec cette interrogation en termes éthologiques, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'intérieur d'un chien, mais aussi peut-être de toute personne qui meurt? Quels sont les moments de ton existence qui te sont revenus à l'esprit à l'instant même où tu allais passer dans l'autre monde? Ces questions, bien sûr, n'auront jamais de réponse. Personne, ni mon père, ni toi, ni aucun être, qu'il soit humain ou animal, ne pourra donner sa réponse sur ce qu'il aura vu lors de sa chute dans le néant. Et moi, ce qui m'a frappée, quand j'ai cherché des textes vraiment avec des rêves de chiens, ou pas seulement vous voyez, le chien imaginaire, mais vraiment le chien rêvant, où nous interrogeons sur le rêve des chiens, c'est très souvent, et on aura un exemple sans doute tout à l'heure, les écrivains et les écrivaines s'interrogent sur le dernier rêve du chien, c'est-à-dire le moment où il est en train de mourir. Et je trouve ça très beau. Et chez Akira Mizobayashi, on a un très bel entretien d'Antoine Koffer qui nous a présenté tout à l'heure dans le prochain numéro de Billboard avec Mizobayashi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a vu ni son père ni son chien mourir, et qu'en quelque sorte, c'était finalement des êtres vivants sans sépulture pour Mizobayashi. Et ces êtres revenaient dans ses propres rêves et cauchemars. Et il a fallu qu'il fasse un tombeau écrit pour son chien, mais aussi d'une certaine manière pour son père, pour qu'il y ait un moment, il ne soit plus en quelque sorte hanté par ces figures. Et il y a des très belles réflexions sur ce que c'est qu'une cérémonie. Il dit qu'avoir un chien, c'est être... il est d'origine japonaise, c'est toute une cérémonie quotidienne avec des salutations, des rituels, etc. C'est très ritualisé d'avoir un chien, voilà. Absolument. Voilà. Je ne m'attarde pas parce que je voudrais qu'on arrive à Yassef. Tout à fait, on va justement regarder un court extrait. Alors, est-ce qu'on regarde le plus court ou le plus long ?
On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider. On va prendre celui du milieu. On va prendre celui de 2 minutes 20. Je le dis pour la régie. Et on va vous laisser découvrir avant de vous parler donc, de ce film de Virginie Yassef. J'espère que je ne suis pas dans le champ. Je vais me mettre sur le côté en attendant. Donc, dans ce film assez énigmatique d'environ 18 minutes, on voit des chiens dormir et on voit des chiens rêver, entrecoupés de séquences puissamment colorées comme celle que vous venez de voir. Donc certaines sont accompagnées d'une sorte de nappe musicale électronique très abstraite elle aussi. Et Virginie Yassef filme le poil, les secousses, les spasmes de ces chiens qui peuplent les rues d'Istanbul, qui sont donc des chiens errants, mais pris en charge par la ville, donc micropucés, traités avec tous les vaccins, castrés, etc., mais qui sont laissés libres et... il y a des distributeurs automatiques de croquettes. Enfin, voilà, chiens et chats en Turquie ont vraiment cette liberté-là et ce soin-là, reçoivent ce soin-là. Et ils ont la faculté de dormir, mais profondément, et de rêver comme des dingues en pleine journée, alors que, vous l'avez entendu, il y a le bruit de la ville, il y a du vent. Enfin, voilà, ils ne sont pas dans le confort d'un petit panier domestique. Ce sont des gros chiens. Et tout le monde vit et les côtoie. Et Virginie Yassef les a filmés et a fait ce montage au plus près pour essayer de saisir effectivement cet abandon qui est absolument incroyable avec ces mouvements de pattes. Et elle a, je trouve, trouvé dans ces écrans et ces sortes de filtres puissamment colorés où il y a comme un effet de présence, mais ce n'est pas clair, c'est très abstrait, quelque chose d'assez juste, d'aller du côté de l'abstraction plutôt que d'imaginer des images, quand on sait que la perception canine est d'abord une perception olfactive, sonore, avant d'être une perception visuelle d'une très grande acuité. Et elle a été inspirée pour
pour tout ce travail par la lecture j'ai oublié son prénom, Eduardo Kohn, Comment les forêts pensent, et qui a un chapitre sur le rêve des chiens, Dog's Dreams, qui donne le titre à cette œuvre-là. Et Kohn s'est rendu en Amazonie auprès d'une nation qui se trouve dans la partie péruvienne de l'Amazonie, chez les Runa. Et les Runa ont la particularité d'interpréter les rêves de leurs chiens et parfois même de leur administrer des substances psychotropes pour vraiment conduire justement les rêves, amener les chiens à rêver de façon plus intense, et ils les interprètent de façon assez littérale, genre s'il aboie, c'est que demain il va aboyer dans la forêt, etc. Et donc on a des observations, on a des chiens qui vivent près de ces communautés, mais qui ne sont pas vraiment des chiens domestiques. C'est des chiens, ils se débrouillent pour la nourriture, mais ils sont importants pour ces... Donc on a une communauté qui n'est pas complètement symbiotique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent à interpréter donc, ces rêves en imaginant un pidgin, donc cette espèce de dialecte qui essaye d'être adapté pour pouvoir... formuler comme ça des interprétations. Donc c'est à partir de ces rêves qui sont expliqués par Eduardo Kohn dans son ouvrage que Virginie Assef a vraiment s'est plongée à travers ces chiens d'Istanbul qui dorment sur une faille sismique, et donc elle s'est permise aussi de rattacher ce travail-là à la science-fiction, à vraiment l'imagination du rêve du chien. Et c'est ça qui est extrêmement nourrissant et inspirant dans cette œuvre-là, à laquelle moi je ne cesse de penser depuis que je l'ai vue, de chercher qu'est-ce que l'éthologie dit du rêve des chiens. Alors la science dit qu'effectivement les chiens rêvent. Quand ils sont chiots, ils ont effectivement complètement le même cycle de rêve que nous. Donc vraiment dans la phase REM, Rapid Eye Movement, ils ont donc ce moment consacré au rêve. Et généralement, donc, les rêves reviennent sur les choses que les chiens aiment faire dans la journée et qu'ils font de façon répétitive. Donc ils reviennent sur les tâches du jour, et c'est à ça qu'ils rêvent. Ce que l'on pense, parce qu'en même temps, les scientifiques spéculent, n'en sont pas complètement sûrs. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'ils sont comme nous, avec un langage physique, des secousses. Et ce film-là nous plonge dans ce pelage, dans cet abandon que je trouve absolument incroyable. Tu as pensé, toi, à Jack London, oui, à partir de ce film de Virginie Assef. Oui, c'est intéressant d'ailleurs que ça se passe à Istanbul, parce qu'au début du XXe siècle à Istanbul, il y a eu une énorme rafle de chiens, mais vraiment des milliers et des milliers de chiens qui ont été attrapés et mis sur l'île aux chiens. Et c'était une épouvante, cette île aux chiens, où ils ont été abandonnés comme ça. Enfin, c'est devenu le sort de cauchemar des Turcs. Et comme une espèce de mauvaise action qui avait été faite, ça avait été fait contre la vie des habitants. Et en même temps, faut pas exagérer non plus, parce que c'est vrai que des chiens féraux, retournés à l'état, non pas sauvage, mais on va dire voisinant les humains dans les villes, évidemment, au niveau hygiène, au niveau de beaucoup de choses, ça peut être parfois compliqué. Et Jean Rollin, d'ailleurs, revient tout le temps dans Un chien mort après lui, qu'on a évoqué tout à l'heure, sur cette cohabitation entre... le vagabond, El Perro, et le chien vagabond, justement. C'est très intéressant. Avec toutes ces partages qui se font dans l'espace de la ville. Alors oui, moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est... je ne vais peut-être pas vous le lire, vous avez peut-être commencé à le lire un peu. Je ne vais pas vous le lire en entier. Mais là, on est dans The Call of the Wild, donc l'appel de la forêt de Jack London. En fait, c'est plutôt l'appel du monde sauvage, l'appel du wild, et qui retrace l'histoire d'un chien au moment de la ruée vers l'or en 1897-98. Donc voilà, je vous passe le détail, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, déjà, il rêve devant un feu de camp,
avec ces flammes dont on a l'impression qu'elles viennent d'un autre feu, il avait l'impression. Et cette modalisation, comme on dit en études littéraires, vont nous faire rentrer progressivement avec subtilité dans la tête de ce chien. Et qu'est-ce qui se passe ? Moi, c'est ça qui me fascine dans ce texte. Il rêve d'un homme velu, donc voilà, et il fait un voyage dans le temps. Donc vous voyez qu'on traverse non plus seulement les espaces et les mondes, mais aussi le chien est un être transtemporel avec son rêve. Et il rêve donc d'un homme qui a peur. Et je crois que c'est très important ce lien primordial dans la domestication. Pourquoi on reviendra sans doute tout à l'heure sur la domestication du loup. On peut se dire, mais pourquoi on a d'abord domestiqué le loup et pas l'agneau ou la chèvre ou je sais pas, le canari. Enfin bref, donc il y a ce lien à la peur. Et si tu passes un peu, il les entendait, tu vois, se déplacer. Et ainsi, il rêvait sur une rive du Yukon, etc. Donc il rêve à un homme. Si tu veux bien remonter, s'il te plaît, excuse-moi. Voyez, il rêve à un homme préhistorique. Ses mains se joignaient sur sa tête comme pour la protéger de la pluie. Et cet homme s'endort. Et ça, je trouve ça assez beau, finalement, de se dire que le chien rêve d'un homme préhistorique qui s'endort. Et le chien voit les proies, les yeux autour de lui. Ça, c'est tout le début de Cro-Blanc aussi. Il y a une géométrie vitale du cercle et de la ligne chez Jack London. Et voilà, on a l'homme, le chien. Ils rêvent tous les deux. Et il y a les prédateurs autour. Je trouve ça très archaïque. Et c'est intéressant comme ça fait écho, ce sommeil, le sommeil de l'humain, mais aussi le sommeil du chien. Le sommeil du chien est un motif extraordinaire au fil de l'histoire de l'art. J'en ai mis que 2, mais honnêtement, là, je pouvais vous faire le catalogue du chien qui dort. Donc, on a à gauche un tout petit tableau de Guéridou, qui est ce fameux élève de Rembrandt, qui est un très grand spécialiste de la peinture fine, et qui réalise ce petit chien en repos à partir de 2 esquisses de Rembrandt qu'il a vues dans l'atelier de Rembrandt également, esquisses qui sont d'ailleurs au musée du Louvre, et où il nous montre un chien qui n'est pas un chien de race, et ce qui est rare à l'époque en 1650, où on commence beaucoup évidemment, on commence par représenter le chien de chasse ou le chien de race, mais le chien de petit format est généralement un chien qui est formaté à partir d'une lignée et d'une race. On est en train de créer ces chiens ces lapdogs, comme on les appelle, ces chiens de cuisse, pour tenir chaud d'ailleurs, d'abord utilitaire. Et là, on a ce petit chien assez modeste, pas très propre, qui dort recroquevillé sur lui-même, et voilà, qui est un petit chien humble et qui fascine Guéridou. Et le pelage est remarquablement exécuté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un motif récurrent chez Dou. C'est vraiment peintre du petit genre, de la petite scène hollandaise, et le chien est pas un motif très récurrent dans cette peinture-là. Et puis à côté, évidemment, on ne peut pas passer à côté de Rosa Bonheur, dont l'exposition arrive au musée d'Orsay mardi prochain, avec cette très jolie étude Sommeil d'un chien qui n'est pas datée. Alors, on voit peut-être pas très très bien, mais c'est une sanguine qui est vraiment très belle, où le chien est cadré de dos. Et représenter le chien de dos, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez un artiste comme Franz Marc, donc qui fait partie du Cavalier Bleu à Munich, et qui va exclusivement représenter l'animalité à partir des années 1908-1909, et justement penser une animalisation de l'art, et penser que les animaux ont la capacité de regarder abstraitement le monde et de faire abstraction. Donc, dans les grandes années de l'invention de l'abstraction. Et donc, petit à petit, Franz Marc, avec son fidèle chien Rossi, qui est son berger russe Rossi, va le représenter de façon intense et très souvent en train de dormir. Et l'animal qui dort chez Franz Marc est prédominant
On retrouve vraiment beaucoup d'animaux au repos, d'animaux en train de dormir, mais principalement son chien Rossi est un chien qui dort, est un chien qui rêve, est un chien qui de plus en plus va être entouré d'un univers qui va s'abstraire petit à petit, et l'abstraction va être effectivement cette façon de traduire, et l'obsession de Franz Marc à partir de 1910-1911, c'est comment les animaux voient le monde. C'est en permanence dans ses écrits, et notamment comment mon chien voit le monde est une interrogation qui revient sans cesse. Donc il représente ici c'est toujours Rossi. Pour le chien, c'est systématiquement son chien blanc, à côté duquel il pose également dans les photographies. Il est toujours accompagné de lui, et son chien va mourir alors que Franz Marc est au front lors de la Première Guerre mondiale. Et ça va être vraiment un déchirement pour lui. Et notamment cette image-là, qui est justement, donc, qui s'appelle Le chien blanc, Der weiße Hund, mais le sous-titre a été longtemps Comment mon chien voit le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le dessin préparatoire où le monde est assez figuratif, assez classique, le monde est en train de s'abstraire devant le chien, et c'est un chien qu'on voit de 3/4 dos. Et effectivement, ce dos permet de projeter, d'imaginer un univers intensément coloré et qui est justement en train de s'abstraire. Et donc le véhicule de l'abstraction, c'est en ça que le film de Virginie Yassef était comme une sorte de solution justement à cette voie qu'avait ouverte Franz Marc. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point soit le chien a le ventre complètement sur la terre, c'est vraiment l'adhérence absolue, soit au contraire, hein, comme chez Virginie Yassef, il est sur le dos. Tu le montres de dos. Chez Didier Paquignon, on a aussi des chiens qui sont vraiment présentés de dos. Et j'ai l'impression que c'est comme une forme, en quelque sorte, qui nous permet... C'est un porte-regard aussi, hein. C'est-à-dire c'est lui qui vient assumer la perspective à l'intérieur du tableau. Il est dans la position ici du spectateur, en train de contempler ce que nous, on contemple aussi, quoi. Et il est dans la fameuse position aussi du voyageur au-dessus de mer de nuages de Friedrich, donc vraiment le grand tableau romantique, avec ce questionnement et cette sublimation inquiète devant le monde tel qu'il est. Et on est évidemment en 1912 déjà dans une inquiétude du monde contemporain chez Marc, et qui passe par les animaux jusqu'en 1914 où il va 1913 où il va délaisser les animaux, étant finalement déçu du monde animal de façon très brutale. Ça reste toujours un peu difficile à expliquer, cet abandon du monde animal, mais jusqu'en 1913, le véhicule pour penser l'abstraction, c'est l'animalité. C'est fascinant, hein, parce que vraiment, on aurait pu croire le contraire, justement. Exactement, et ça reste un peintre assez atypique dans toute cette grande histoire de l'invention de l'abstraction parmi les avant-gardes du début du XXe siècle. Et puis, cette proximité dans le sommeil, ce partage, on le retrouve. Lucien Freud était absolument obsédé par ses whippets, hein, donc ces sortes de mini-lévriers. Donc là, il représente dans ce double portrait sa fille et son whippet Pluto. Donc on est dans voilà, cette espèce de proximité, de fusion, du bonheur de dormir avec l'animal dans cette recherche de symbiose, de partage des rêves. Avec cette chair évidemment humaine et la tonalité de l'animal qui ne diffère pas. Voilà. On a presque l'impression d'un être à 2 têtes ou à 2 corps, etc. Donc il y a vraiment une espèce de sursaturation, et le chien et l'humain font vraiment partie de la même chair, comme dirait Merleau-Ponty. Absolument. C'est moins charnel ici chez Alex Colville. Venant du Québec et du Canada, je voulais quand même chercher un peu
un artiste ou une artiste qui est représenté les chiens. Et Alex Colville, qui est un peintre ontarien, a beaucoup représenté les chiens. Et notamment ces chiens affalés comme ça au sol, qui ont, dans l'abandon d'être avec leurs proches, la possibilité de s'endormir et de rêver. Mais Alex Colville, c'est vraiment la peinture de la dépression et de l'ennui, où finalement, celui qui a l'air d'être le mieux, c'est vraiment le chien. Ouais, c'est intéressant de voir à quel point justement il est courbe, il est défait par rapport aux lignes de perspective, au cadre, à la fenêtre, les pieds du piano. Oui, cette peinture très rigide, qui est très... corps musclé, tenu, etc. Oui, c'est vraiment une peinture particulière où on voit tout le potentiel dans le sommeil du chien et tout cette espèce de plaisir qu'on a aussi dans le film de Yassef, où il y a comme une espèce de jouissance du corps. Le chien est totalement abandonné sur le dos, il jouit de son sommeil. Et on retrouve dans cet intérieur très wasp, très protestant, très sec, très cordé, le seul élément où il y a un peu de chair et de douceur, c'est effectivement... Et il est central, il est absolument sur l'axe vertical médian, vraiment comme un lien aussi, encore une fois, un passeur entre monsieur et madame. Oui. Donc là aussi, c'est assez amusant. Et ce qui nous amène d'ailleurs donc, du côté de Virginia Woolf, avec Flush. Donc ce cocker. Voilà, donc on a encore un rêve à travers le feuillage des lys. On pensait au feu de camp tout à l'heure. Le soleil brûlait délicieusement. Au-dessus de lui, les gens marchandaient, bavardaient sans cesse. Des ménagères, le panier sous le bras, s'arrêtaient pour tâter du doigt les légumes et les fruits. Flush aimait ce vaste murmure bourdonnant de voix humaines. Enfin, il s'assoupit à l'ombre des lys. Il dormit comme les chiens dorment quand ils rêvent. Soudain, ses pattes tressautèrent, Yassef. Poursuivait-il les lapins en Espagne? Bondissait-il au flanc brûlant d'une colline accompagné par la clameur d'hommes à la peau sombre, etc. Moi, ce qui m'a intéressé ici, évidemment, c'est toute la question de la focalisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on se place quand on est un écrivain ou une écrivaine pour essayer de, non pas se mettre à la place d'un autre, d'une autre espèce, mais essayer d'en retranscrire ce qu'on peut en retranscrire. Et donc, il y a des questions oratoires, des conditionnels. Voilà. Ce qui est intéressant, un sursaut violent l'éveilla. Où croyait-il être? Dans Whitechapel, là où il avait été enlevé quand il était jeune. La terreur, en tout cas, l'avait éveillé de son rêve. Il partit comme l'on se sauve. Il vola comme à la recherche d'un refuge. Et ça me fait penser d'ailleurs au chien de Paquignon qu'on a vu tout à l'heure, ce chien jaune qui galope dans son propre rêve. Et là où il va, c'est chez sa maîtresse, chez Elizabeth Barrett Browning. Il débarque chez elle et c'est là qu'il va mourir. On est dans les dernières pages. Et donc il y a quelque chose de là encore d'assez extraordinaire qui est que les écrivains se demandent ce qui se passe dans la tête des chiens au moment où ils vont passer de l'autre côté. Et c'était l'image qu'on avait choisie pour cette rencontre. Et c'est le caractère obsessionnel aussi de certains peintres vis-à-vis des chiens. Comme on n'aura pas le temps de parler de l'amour inconditionnel, au moins là on a l'amour inconditionnel et obsessionnel donc de David Hockney pour ces deux dachshunds, Stanley et Boogie, qu'il a donc représenté 48 fois dans l'année 1995. Et cette collection de portraits de ces chiens, il ne l'a jamais vendue. Elle reste intacte chez lui. C'est sa collection, ses dog paintings, dans lesquels Stanley et Boogie ne font quasiment que dormir. Et donc, qui sont des petits tableautins et qui sont évidemment à mourir de rire, parce qu'on a là des chiens tout petit peu en surpoids, qui sont complètement abandonnés sur leurs petits coussins, et puis avec cette chromatique très hockneyenne. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait de l'attachement absolument du peintre pour ces chiens, et ces chiens qui sont décédés quelque temps après. Et
dont il ne veut pas se départir et qui sont toujours auprès de lui. C'est l'intimité, on parlait de l'archaïque, et ces chiens qui ressemblent à des bébés, évidemment, et quand même le côté layette, mais pas du tout au sens péjoratif du terme, c'est voulu, ce côté acidulé, etc. Et je pense qu'il y a évidemment une projection de soi qui fait que c'est pas vendable, en quelque sorte. Non, avec ces coussins, tu vois, on voit bien qu'il y a des moments où là aussi on frôle l'abstraction en réalité. Exactement, le rapport à la couleur, et puis là on le voit encore mieux dans la masse d'étoiles qui sont rassemblées dans son atelier, ce choix des couleurs, puis ce choix du regard sur le corps. Alors même ce portrait très proche que j'aime beaucoup, parce qu'on voit juste cet œil qui peut être une paupière fermée, qui peut être aussi un œil vide, un œil comme absent dans le rêve, était très intéressant. Mais autant à votre droite, c'est vraiment la figure du chien recroquevillé sur lui-même, comme on a pu le voir dans la peinture plus historique de Guérit Doux ou chez Rosa Bonheur. Mais ces postures-là sont beaucoup moins fréquentes et finalement beaucoup plus contemporaines par rapport à ce qu'on connaît. Donc là, on est clairement du côté de chiens qui sont plus dans le monde des rêves, mais les chiens peuvent également cauchemarder, toujours dans la recherche éthologique que j'ai faite. Donc les chiens ont des cauchemars. C'est à ce moment-là que les chiens vont aboyer, pleurer, grogner. Donc quand ils produisent des sons, c'est forcément un cauchemar. C'est forcément un moment désagréable dans la nuit du chien, dans le sommeil du chien. Et les spécialistes pensent qu'il s'agit toujours d'un moment où le chien revit un stress intense de la journée. Autant quand il rêve de ces trucs, de sa routine, qu'il aime. Mais lorsque vraiment le chien pleure et tendu, il revit un stress. Et absolument, vraiment, on déconseille absolument de réveiller le chien à ce moment-là, parce que il peut être vraiment tellement surpris, et comme il vit quelque chose de stressant qui peut générer une réponse de violence dans son cauchemar, eh bien c'est le moment où on peut se faire snapper, et c'est effectivement ce qui nous a amené donc sur cette piste du cauchemar, et on finira sur le cauchemar avec notamment les images que tu m'as signalées de Tina de Mérandon. Oui, donc Tina Mérandon, qui est une photographe contemporaine d'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans ces images-là, c'est évidemment qu'on retrouve la question de... C'est ici. Attends. Après, tu as ton texte. Ah voilà, mais ça, je n'ai pas le... Ouais. Et tu en as encore une ici, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à des chiens de dresseurs de banlieue, des chiens de travail, de gardiennage, quoi. Voilà, ça qui sont dressés pour attaquer. Et Tina Mérandon prend un parti pris extrêmement fort. Elle-même a très peur des chiens. Et entre 2008 et 2014, elle a travaillé comme ça. Elle met en fait un tissu noir derrière le chien. Et il est attaché en réalité par une laisse. Elle se met devant avec son appareil photo avec 2 flashs qui vont se déclencher. Le dresseur est derrière elle. Et donc le dresseur fait en sorte que le chien attaque. Et elle a cette volonté de rendre compte d'une altérité absolue et menaçante, d'un chien qui surgit réellement de nos pires cauchemars, la morsure, la dévoration, et avec une sorte d'ambivalence sur l'élan en quelque... Pardon. Mince. Ah Qu'est-ce que tu veux nous remettre ? Remets-moi Tina Mérandon. Voilà. Avec, on est dans le pur mouvement, le mouvement absolu, mais c'est un arrêt sur image, évidemment. Et donc, dans cet entre-deux, on ne sait pas trop où on est. Il y a une espèce de jouissance. C'est ce que dit Vincent Lecomte dans l'art contemporain à l'épreuve de l'animal et dans l'entretien qu'il a fait avec Tina Mérandon sur le carnet Animaux. Mais on retrouve aussi Vincent Lecomte dans le prochain Billy Baude. Et il explique très bien qu'il y a aussi une jouissance de la part du spectateur qui est à la place du dresseur et de la photographe de pouvoir se faire attaquer sans en subir les conséquences. Et si je ne me trompe pas, vous voyez, Jean Rollin, là, c'est le premier chapitre d'un chien mort après lui, qui est un passage qui me fait toujours mourir de rire. Donc il s'éloigne, il est au Turkménistan, enfin c'est une dictature du genre Corée du Nord, et il se fait attaquer, donc c'est la fin du premier chapitre, il se fait attaquer par un chien. Et là, il y a une espèce d'arrêt sur image, la fin, vous voyez, c'est ici que
que le film s'arrête. Oui, que j'ai dû faire une erreur de frappe, comme si la bobine était déchirée, coincée dans le projecteur, sur cette image où l'on me voit, le visage déformé par le hurlement que je suis en train de pousser. Donc ça me fait rire, parce qu'on vient de vous montrer le hurlement du chien juste avant, avec Tina Mirandon, brandissant un lourd morceau de fer contre le chien qui attaque avec un grognement sourd. Donc voilà, vous voyez ces jeux entre littérature et art visuel. Et on revient presque sur Cerbère, on revient sur, sur cette mâchoire puissante, sur ce gardien de la nuit et de l'obscurité. Alors j'espère qu'on ne vous aura pas totalement endormi et plongé dans un monde cauchemar. Dans un monde cauchemardesque. Je crois que c'est le moment où on a envie d'entendre vos questions, vos questionnements, vos rebondissements sur ce qu'on vient de partager avec vous. Bonsoir. En fait, j'avais deux questions. Une question qui était, sur les. Vous avez parlé d'Anubis tout à l'heure. En fait, la question très simple, c'est pourquoi est-ce que c'est un chien et pas un autre animal? Est-ce qu'on sait pourquoi qui accompagne l'homme comme ça dans la mort? Et ensuite, alors, je semble avoir lu. On parle souvent de la mémoire des chiens. Alors, on sait qu'il y a des chiens qui ont reconnu leur maître après des années. En même temps, on dit aussi que le chien a une mémoire de 15 minutes. Donc, finalement, quand on laisse toute la journée tout seul, il peut aboyer, mais il ne se souviendra pas de la journée entière. Bon, je ne sais pas si c'est ce que vous avez entendu, mais du coup, la question aussi, c'était voilà, comment est-ce que finalement le chien peut rêver de sa journée s'il a une mémoire qui est assez courte? Voilà, les deux questions. Peut-être je reprends un tout petit peu sur Anubis. Moi, alors, Anubis, c'est aussi le dieu de la pesée des âmes. Il me semble que dans cette figure-là, puisque l'Égypte, par définition, on est dans des dieux hybrides, on revient vraiment à l'histoire de la domestication, de la coévolution de l'humain et du chien. Il y a environ 14 000 ans, peut-être. On hésite encore aujourd'hui sur les dates. Est-ce que c'est 14 000, 15 000 ans? Est-ce que c'est il y a 30 000 ans? Enfin bon. Et il me semble que de faire du chien, qui a été le premier animal domestiqué, celui qui a investi les cités humaines, les villages, les campements, etc., de faire dans l'Égypte antique celui qui va nous amener dans l'au-delà et qui va être en quelque sorte l'évaluateur de nos actions, je pense que c'est lié en partie à ça. Voilà. Mais après, effectivement, il faudrait voir exactement les études à partir du moment où Anubis prend une place de plus en plus importante dans la question des rituels funéraires, exactement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de civilisations très anciennes, que ce soit au Mexique ou en Égypte, dans des temps qui concordent d'ailleurs, qui ont ce même rapport aux chiens qui accompagnent les âmes, aux chiens psychopompes. Donc il y a forcément quelque chose qu'on peut présupposer du côté du comportement du chien, de sa fidélité, de sa proximité, et en même temps de ce caractère dont tu parlais au départ, Anne, un peu imprévisible, encore sauvage, le rapport au loup, au chacal, donc cette proximité aussi avec des espèces plus... N'oublions pas que le chien à l'époque, c'est un mastif. Enfin, c'est vraiment les premiers chiens qui ont été domestiqués étaient des chiens extrêmement puissants. Évidemment, c'est pas des chihuahuas. Sauf au Mexique où nos petits chiens de Colima sont des. Mais c'est plus tard. Et voilà. Effectivement, les premiers chiens sont des chiens puissants. Voilà, et donc cette puissance-là, on s'en remet. On va confier son âme à une créature d'une grande puissance. Et Anubis a quand même lui aussi une mâchoire. Donc il y accompagne les âmes et il les garde aussi. Donc on a besoin aussi de cette puissance-là. Mais après, il faut vraiment s'en référer à des égyptologues bien plus confirmés que nous. Et en termes d'éthologie, donc sur effectivement les temporalités des mémoires canines, la mémoire du traumatisme est plus puissante et plus longue dans une psyché canine. Et il y a la différence entre la mémoire et le caractère temporel. Un chien,
il apprend, il est dressé, donc il y a cette imprégnation, il y a ce rythme, donc il est capable de mémoriser les choses, il est capable d'apprendre des mots, donc on est revenu aujourd'hui sur cette soi-disant pauvreté ou petitesse des capacités de mémoire du chien, et on dissocie la question de la mémoire temporelle de la mémoire profonde et la mémoire traumatique, parce qu'un chien qui a été battu va garder la mémoire de ce traumatisme et va développer des psychoses vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, et ensuite il va associer tous les hommes à cette raclée qu'il aura prise, etc., etc. Et donc, là aussi, on n'est pas des spécialistes en éthologie, mais clairement, on a de très grands progrès qui ont été faits. On fait beaucoup de recherches, justement, sur ces imprégnations et comment rêvent les chiens passionne les chercheurs, comment les chiens essayaient de modéliser aussi un monde purement olfactif. Pour nous, ça nous est très, 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 très difficile. Et c'est effectivement cette complexité que les artistes nous permettent de traverser aussi avec un peu plus de légèreté. Je crois qu'il y a une question. Ouais, juste ici. Bonsoir, merci pour cette super conférence. Qu'en est-il du chat ? Est-ce qu'il survient plus ou moins ou autant que le chien dans l'histoire de l'art ? Merci. Non. Le chat, c'est beaucoup plus... c'est complexe comme figure. Longtemps, une figure associée ou à la sorcellerie ou au diable, même si c'est une figure réconfortante. On a tellement de momies de chats qui accompagnent le défunt dans la tombe à l'époque égyptienne, avec des Ushepti, des Shawapti. Donc, l'histoire du chat, elle est plus complexe, mais tout comme sa domestication est beaucoup plus complexe aussi. C'est un être plus indépendant que le chien, où on peut avoir une sorte de dévotion mutuelle aussi. Je veux dire, la dévotion que ces peintres portent à leur chien est à peu près proportionnelle à la dévotion des chiens à leur maître ou leur maîtresse. Donc le chat, c'est plus complexe, et l'exposition La ménagerie du roi à Versailles l'année dernière montrait très bien que le chat avait fait son entrée à Versailles vraiment seulement au XVIIIe siècle avec Louis XV, me semble-t-il, parce que Louis XIV n'aimait pas les chats. Donc on a évidemment des célébrités félines qui sont placées à différents endroits. Aujourd'hui, c'est la superstar des réseaux et autres, le chat, mais dans l'histoire de l'art, sa présence est plus complexe. Oui, je pense effectivement que le chat, c'est d'abord celui qu'on a dans les fermes, dans les maisons. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, etc., tout était infesté de souris, de rats. Et le chat, c'est d'abord un animal utile comme ça. Il ne devient pas tout de suite cette espèce de doudou ambulant qu'il est devenu aujourd'hui, ou de porteur d'énigmes, comme chez Baudelaire, évidemment, où le chat représente le mystère. Juste une dernière question. Sur le rêve des chiens, mon impression, c'est qu'on voyait beaucoup de chiens de compagnie. Est-ce que vous faites une différence entre le chien qui a été aussi domestiqué et élevé pour certaines fonctions ? Donc si par exemple aujourd'hui je prends les chiens courants qui chassent à court, ils sont dans des chenils, ils savent chasser. Après il y a des chiens qui ont d'autres utilités et qui ont ça de façon instinctive. Est-ce que vous les mettez sur le même niveau ? Est-ce que c'est des chiens qui rêvent aussi ? Ou est-ce que vraiment, finalement, est-ce que c'est quand le chien devient vraiment domestiqué et au contact de l'homme tous les jours qui développe plus d'imaginaire ? Oh, c'est une belle question. Tous les chiens rêvent. Ils ont quand même un cycle du sommeil très proche du nôtre. Donc il y a besoin d'un... à la fois ils ont la même corrélation temps profond, sommeil plus léger avec le rapid eye movement qui est cette phase du rêve, pas tout à fait dans des proportions égales aux nôtres, mais on a 90% de sommeil profond, 10% de sommeil lié au rêve chez le chien.
Et on le voit bien dans le film de Virginie Yassef, le chien est capable de rêver dans du bruit, avec du monde autour de lui. Il n'a pas besoin de conditions idéales de sommeil, alors que les humains sont un petit peu plus piqués sur la question. Et donc, le chien peut rêver en communauté, peut rêver dans des conditions de sommeil non idéales. Et il a cette faculté-là, effectivement, qu'on voit très bien dans le film, puisque à un moment donné, dans le film, on a un plan plus large et on a presque des cadavres de chiens. C'est ça aussi qui est très troublant, parce qu'on a ces corps complètement abandonnés, comme complètement shootés, complètement ivres, mais qui sont simplement en train de rêver. Je crois que cette question que vous posiez aussi tout à l'heure de la mémoire, le chien, Bénédicte l'a dit, est un gardien, un veilleur. Dans la Bible, c'est un veilleur justement qui n'aboie pas, qui va contre son propre instinct, vous voyez, pour sauver ceux qui sont en train de fuir. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez aussi retrouver dans l'Odyssée, par exemple, quand Ulysse revient à Ithaque après 20 ans, hors de son île. Pénélope, sa femme, l'attend. Télémaque, son fils, l'attend. Les prétendants sont là, qui sont en train de lui piquer le pouvoir. Et qui est-ce qu'il reconnaît quand il arrive? C'est le chien Argos, hein, l'agile, ce chien Argos qui est sur un fumier, qui est en train de crever, que tout le monde a abandonné. Et Ulysse a été déguisé, transformé en espèce de vieux mendiant pour pas qu'il soit reconnu justement... pour que ceux qui le reconnaissent soient vraiment ceux qui tiennent à lui. Et donc le premier qu'il reconnaît, c'est son chien. Et donc il y a une mémoire sur 20 ans, si je puis dire, qui est très belle dans l'Odyssée. Et d'autre part, vous parliez des chiens spécialisés. Alors là, on ne l'a pas abordé, mais on aurait très bien pu aborder toute la question des chiens soldats, des chiens élevés pour être racistes. Alors sur le chien soldat, par exemple, vous avez récemment le collier rouge de Ruffin, dont on a mis un extrait dans le prochain Billboard. Et pour les chiens racistes, si je puis dire, vous avez évidemment Chien blanc de Romain Gary, qui est vraiment un très grand texte qui raconte comment un chien a été élevé pour attaquer les Noirs. Et, voilà, et ensuite, c'est un Noir qui va prendre ce chien pour en faire un chien noir, si je puis dire. Donc, on voit l'objectalisation du chien. Et puis, on a par exemple L'esclave vieil homme et le molosse de Patrick Chamoiseau, où on a affaire à un homme qui décide de fuir la plantation. D'entrer en marronnage. D'entrer en marronnage. Il a ce que Chamoiseau appelle la décharge. Il ne peut plus rester esclave, il faut qu'il parte. Et donc, il y a le molosse qui va être à ses trousses. Et c'est toute l'histoire de ce lien entre la forêt archaïque, ce vieil homme qui va retrouver des sensations qu'il n'a jamais éprouvées, et puis ce chien, le tout à travers le motif de la mémoire. Donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser. À l'image, la première image qu'on a vue avec le chien et l'homme qui dorment ensemble. Ah oui, Hans Lehmann, oui. Si c'est pas trop loin dans la présentation. Non, vous inquiétez pas. Je ne sais plus si vous l'avez dit au début, si c'était une image qui représentait donc, ce que le chien rêve. On ne sait pas. Et en fait, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit que moi, si j'avais fait, c'est moi qui l'avais réalisé, je l'aurais peut-être fait dans le sens inverse, où j'aurais mis l'homme recroquevillé en boule et le chien qui représente la nature elle-même et qui serait du coup le paysage et la planète entière. Et l'homme qui s'est tellement dissocié de la nature qu'il ne reconnaît même plus comme sa mère aujourd'hui, et qui est en fait perdu et malheureux, et qui serait recroquevillé en boule, pas forcément protégé, mais très seul, alors que le chien est notre meilleur ami et nous rappelle qu'on fait partie des leurs. Ouais. C'est vrai que cette image, elle est troublante parce qu'elle est inversée. Moi, j'étais comme vous, j'aurais attendu... que ce soit le chien qui soit en train d'envelopper en quelque sorte l'humain, et ça provoque un trouble extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Moi j'avais une question, je me demandais juste combien d'heures ça dort par jour un chien? C'est une bonne question. Tu as une idée? Non.
Non, ça dépend des races en fait. On doit avoir la réponse par Valérie Chansigo ou Dominique Guillot dans le prochain Billboard, mais j'avoue, désolée, j'avais pas la réponse. Non, ça va dépendre aussi du niveau de confort du chien, de sa race, etc., de son âge, parce que comme pour les humains, les chiens plus vieux vont avoir des sommeils un peu plus complexes, mais effectivement, non, on n'a pas la réponse, désolée. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que vous avez rajouté, vous n'avez pas mis l'image, mais elle m'est venue aussi en voyant celle-ci, dans ce qui sans doute est une des œuvres les plus compliquées, qui est Oui. Mélancolie de Dürer. Le chien dort, Oui. et je pense que personne, enfin, j'extrapole parce que évidemment la bibliographie est trop grande, mais qui s'est soucié du fait qu'il y ait un chien, oui, mais qu'il y ait un chien qui dort. Qui dorment, ouais. C'est très Je juste. suis C'est vrai pas que sûr. dans Mélancolia, on est tellement excité par tous les Par tout le symboles, reste. par tout le reste, C'est ça. par toute la mathématique, par toute la complexité de la construction de l'œuvre de Dürer, qu'effectivement, j'ai jamais lu grand-chose sur le chien. Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre le chien pour une sorte d'élément presque de décor ou de loyauté. Le chien est encombré aussi par ces symboles de Oui. loyauté, de proximité, etc. Et on ne le regarde plus pour ce qu'il est, effectivement, et pour effectivement la puissance du rêve. C'est très juste. Je vais chercher ça. Ouais. Merci. C'est le lien, c'est sans doute le rêve. Hein. Dans cette œuvre-là, Dürer, oui, absolument. Et puis, on aurait pu montrer chez Véronèse, il y a tellement de chiens. Il y a des chiens partout. Il y a des chiens qui montent sur la table. Il y a des petits chiens et des gros chiens. Le chien dans la peinture vénitienne du XVIe siècle est absolument partout parce que c'est un outil, c'est un signe, c'est un marqueur social, c'est à la mode. Mais c'est aussi, lui aussi trimballe ses symboles. Et justement, dans la Vénus d'Urbino, le chien dort et la Vénus regarde, contrairement à la Vénus endormie qui, elle, dort, d'où elle est tirée. Donc, il y en a en fait beaucoup. Oui. C'est ces jeux de regard qui sont très importants. Tout à fait, et c'est effectivement le chien qui n'est pas sur ses gardes et qui s'abandonne à un certain plaisir. Oui. Oui, bonsoir, merci. Je me pose la question de l'origine, de la préférence de genre que les chiens peuvent avoir envers leur maître-maîtresse, qui a une préférence assez marquée vers les individus masculins. Et c'est un truc qui m'interroge beaucoup. Si c'est archaïque, ça Je pense paraît. que ça doit déjà dépendre aussi du sexe du chien ou chienne. Hein. Et puis, il y a toute l'histoire de la meute qu'on a volontairement écartée de notre propos parce que je crois qu'on avait déjà une centaine d'images. Donc, on s'est dit, tant pis, on n'aborde pas toute cette question de la meute, mais qui est fondamentale. Il est possible, alors sans sombrer dans l'histoire du mal alpha, que vous voyez, on est quand même sorti maintenant de ces histoires d'absolue hiérarchie, mais il est possible qu'il y ait un lien avec ça. C'est ce qui me vient pour commencer. Mais par exemple, dans les images qu'on ne vous a pas montrées, il y avait cette image-là d'Emily Brontë, donc l'écrivaine, qui a consacré, qui a fait de Keeper, son chien, qui est un bull mastiff croisé avec un bulldog, donc c'est un gros chien, qui a fait de son chien Keeper un personnage dans au moins deux de ses romans. Et Keeper est typiquement pas du tout le chien de dame. En 1838. Sa sœur, Anne, a un petit cavalier King Charles, donc un petit chien mignon, un lapdog qui tient chaud, qui est cute, qui fait des petits tours sur lui-même. Mais Keeper, c'est un chien qui terrorise le village où vivent les sœurs Brontë. Et c'est une obsession pour elle, et c'est son chien, et elle est la seule personne à avoir une relation douce avec Keeper, qui fait peur à tout le monde. Donc, on a aussi des contre-exemples, justement, de ce rapport. Elle est le mâle alpha du duo. Elle l'écrit, elle le dit. Elle dit que Keeper c'est un chien très massif, c'est un chien vraiment flippant. Mais elle le domine.
Et elle parle de cette domination. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même en littérature l'expression d'autrices qui vont parler de cette domination sur leur chien, et elle le représente ici très joliment dans cette petite aquarelle. Eh bien, on va tous aller dormir, je pense. Merci en tout cas d'avoir été si nombreuses et si beaucoup. nombreux. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que, comme d'ordinaire, nous avons un petit verre de l'amitié qui nous attend à la sortie. Et je remercie très chaleureusement Anne-Simon et Bénédicte Ramad à nouveau pour cet échange revigorant et stimulant. Voilà, je rappelle aussi que la revue Billboat sur le chien sera disponible en librairie dès le 9 novembre. Donc voilà, vous aurez plus de précisions sur ces sujets et qui seront abordés à partir d'autres angles aussi, sous d'autres angles. Merci infiniment.